Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Autour de la table, Gilles Boutin, bonsoir. Bonsoir, Pierre. Journaliste en charge de la politique économique au Figaro. Bonsoir Alexandre Malafaille. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Le fondateur du think tank Sinopia. Et bonsoir à vous, Jean-François Colosimo. Bonsoir. Merci d'être invité exceptionnel, j'allais dire, puisque nous aimons vous inviter, Jean-François, parce que vous avez non pas la science infuse, parce que ça veut rien dire, mais vous avez un regard suffisamment lointain pour arriver à des millions d'années en arrière dans l'histoire, et également dans l'histoire contemporaine, puisque la mémoire, on va en parler de cette mémoire, et quand on entend d'abord parler dans la bouche de certains ministres de la suppression d'un jour férié, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous fait mal, ou est-ce que vous mettez ça sur le fond de la bêtise? Je dirais, je mets ça sur le compte du fait que ces politiques qui sont censés avoir une autre conscience, finalement, témoignent de la même amnésie à laquelle nous consentons collectivement tous, qu'ils professent l'abandon, je dirais, de notre histoire, qui ne se sentent pas reliés à cette histoire, que tout simplement ils l'ignorent. C'est même pas qu'ils la comprennent pas, ils l'ignorent. Donc je trouve cela effectivement gravissime, n'est-ce pas, puisque les mêmes, demain, nous chanterons les vertus d'une Europe qui, malgré tout, s'est quasiment suicidée dans les tranchées de 1914 et 1918. Si eux ne le savent pas, je suis prêt à leur donner des leçons à titre gracieux. Pourquoi est-ce qu'il est important de se souvenir, en l'occurrence, de la Première Guerre mondiale? Parce qu'elle est mondiale, parce que ça a été boucherie, on ne commémore pas toutes les guerres, et plus elles s'éloignent d'ailleurs, et moins on les commémore. Parce que c'est tout de même un tout petit peu le tombeau d'une certaine Europe. Vous voyez, en 1914, et quelque temps après, Londres et Paris dominent 40% des terres émergées et 40% de la population. Avec le Commonwealth, c'est les colonies françaises. Mondiales. C'est les deux empires coloniaux qui ne sont pas des empires par proximité, comme sont généralement les empires, avaler le territoire qui est devant soi, mais qui sont des empires qui se projettent sur tous les continents. Donc, je suis pas en train de faire l'apologie du colonialisme, mais il faut savoir que en juin 1918, il y a plus de soldats américains sur le sol français qu'il n'y a de soldats français sur le territoire hexagonal. Parce qu'ils ont tous été décimés. Pas simplement parce qu'ils ont été décimés, parce que l'Amérique a véritablement transporté massivement des troupes en quelques mois pour imposer d'ores et déjà sa loi. Ouais. En fait, son ordre, qui va triompher avec la Société des Nations, même si Washington ne va pas adhérer à ce pacte pour des raisons de politique intérieure et du remplacement de Wilson. On est face à un nouvel ordre planétaire. C'est en quelque sorte le début du chant du cygne pour une Europe qui désormais ne va pas cesser de vouloir se réinventer, mais très précisément en se fondant sur l'oubli de la guerre. Alors, de la guerre de 14-18, mais aussi évidemment de la guerre de 39-45, c'est le plus jamais ça, n'est-ce pas? Et évidemment, ce deuxième cycle, il est aujourd'hui complètement interrompu par le retour de la guerre sur le sol continental avec l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, et nous nous réveillons, je dirais, dans une espèce de cauchemar, alors que nous avons rêvé d'être un îlot préservé qui avait enfin trouvé, je veux dire, la formule de la vie pacifique et pacifié, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est pas paradoxal dans le sens où vous dites plus jamais ça? Il y en a un qui a dit ça, c'est Francis Fukuyama, encore à la fin des années 90. Oui. Aujourd'hui, on a 80 conflits dans le monde, qui de petite, grande ou moyenne intensité. Ouais. Je note d'ailleurs au passage que quand vous parlez de l'ordre mondial institué par les Américains en France à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, je crois savoir que le traité de Versailles est le dernier rédigé en français. Après, tout a été rédigé en anglais, non? C'est ça? Probablement, c'est un abandon de plus. Oui, le français, on le sait bien, a été la langue de la diplomatie pendant quelques siècles, et normalement devrait être une des langues dominantes de l'Union européenne, si ce n'est que là encore, nos représentants sont les premiers à baragouiner une sorte de pidgin pentecostal avec un accent à couper au couteau qui fait qu'on a l'impression d'assister à un éternel remake dans leurs interventions d'un mauvais film de l'inspecteur Clouseau. Remake en bon français. Gilles Boutin, du Figaro. À vous entendre, c'est la fatalité qui gouverne, parce que si on prend un peu de recul, on se souvient qu'en 1870, les Prussiens avaient
le sentiment de venger la bataille, la défaite de Iéna, qui était en 1809. Ouais. En 1914, c'était le second tour, c'était la revanche de 1870, la reprise de l'Alsace-Lorraine. En 1940, c'est la revanche sur le diktat imposé à l'Allemagne. On a considéré que la Seconde Guerre mondiale avait une valeur équilibrante, une fonction équilibrante à la fin, via l'ONU, via les deux blocs. Et on évoquait effectivement M. Fukuyama qui avait théorisé la fin de l'histoire. Est-ce qu'il faut déduire de ce cycle fataliste que nous nous orientons inéluctablement vers un nouvel affrontement des grands blocs? Une question que vous avez théorisée. Des grands blocs, peut-être pas comme le pensait Samuel Huntington, parce que le choc des civilisations, en fait, il est plus complexe, parce que tous ces grands blocs sont traversés, eux aussi, je dirais, d'implosion. Alors, vous voyez, l'explosion des civilisations n'empêche pas l'implosion des cultures. Et vous voyez bien que, par exemple, le monde orthodoxe est divisé, le monde musulman est divisé, tous ces mondes sont divisés, donc il y a une diffraction. En attendant, oui, nous avons une Europe qui s'est consciencieusement désarmée, n'est-ce pas? Je dirais de manière quasiment obstinée, s'offrant en quelque sorte comme un exemple au monde, et le monde ne veut pas de cet exemple, ça c'est assez clair tout de même, et aujourd'hui nous faisons face à des horizons de danger, encore une fois à l'Est, avec des peuples qui se réarment, comme les Polonais, qui mettent 4% de leur PIB dans les outils militaires. Qui risquent demain d'avoir la première armée d'Europe, alors que nous le sommes encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc nous avons quand même quelques privilèges encore. Effectivement, la puissance nucléaire, une armée complète, terre, air, mer. Il y a d'excellents régiments et bataillons un peu partout en Europe. Il n'y a pas forcément cette complétude. Une armée qui a fait l'épreuve du feu, c'est décisif, n'est-ce pas? Et aussi une présence sur toutes les mers. Alexandre Malafaille. Donc c'est là où nous en sommes, mais où est la volonté, je dirais, d'assumer cet héritage? Alors, l'amnésie du 11 novembre, c'est un peu ça. C'est un peu ça, justement, qui est peut-être le vrai sujet. L'histoire, c'est quand même fait partie de l'ADN d'une nation. C'est ce qui fabrique le récit national, c'est ce qui entretient, finalement, d'une certaine façon, enfin, vous le direz sans doute mieux que moi, la fierté d'appartenance. Et quand on voit qu'a priori, 2 Français sur 3, 70% des Français ne savent plus véritablement à quoi fait référence le 11 novembre. On a fait des reportages, tout ce week-end sur Europe 1, c'est sidérant. Alors, est-ce que ça... Il y a une dame qui dit, c'est écrit sur l'iPhone. Armistice, c'est comme ça que je le sais. Est-ce que c'est la fin de la conscription qui a précipité ça? Est-ce que c'est une fatalité parce que le temps passe? Est-ce que c'est parce que c'est un abandon des politiques? Est-ce que c'est parce que l'éducation nationale a renoncé à finalement enseigner l'histoire ou une certaine histoire? Et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence selon vous, en dehors du fait qu'effectivement ça ne fabrique plus des élites qui se disent il y a un passé donc il faut préparer l'avenir? Alors vous avez énuméré, je pense, beaucoup de facteurs, ils sont pas tous égaux. C'est évident que lorsqu'on passe de la graphosphère, de l'écrit à la vidéosphère, au règne de l'image, le fait qu'il n'y ait plus de témoins, le dernier poilu est mort en 2008, le fait qu'il n'y ait plus de témoins manque cruellement, certainement, dans une culture désormais de l'image et surtout du témoignage. Ça veut dire plus de témoins, plus d'histoire, plus de commémoration. Ce sont les conditions culturelles actuelles, parce que effectivement, il n'y a que ce pouvoir de l'image qui peut rattraper le trou creusé par l'éducation nationale qui a renoncé à l'histoire de France, alors pour le coup, au profit d'une histoire supposément mondialisée. Ensuite, vous avez un véritable problème qui est la faveur accordée, et ça c'est le problème, je dirais, des fameux sanglots de l'homme blanc, pour la formule de Kipling, c'est le fait que même lorsqu'on évoque cette Première Guerre mondiale, désormais, pour des tas de raisons, on préfère s'attarder sur les marges, par exemple, les mutins anarchistes révoltés, n'est-ce pas? Ou s'attarder encore sur les victimes, les gueules cassées, donc c'est-à-dire à la fois sur le pacifisme et sur l'horreur de la guerre. Deux choses qu'on peut comprendre, n'est-ce pas? Mais je veux dire, j'attends le film sur la mort très héroïque du capitaine Péguy, de Charles Péguy, le 5 septembre 1914, dès le début, les prémices de la bataille de la Marne, n'est-ce pas? Et ça, ce film-là, on ne le verra pas. Ça, c'est clair. Parce que certainement, un producteur avisé jugera qu'il n'y a pas assez de spectateurs, n'est-ce pas? Et que l'héroïsme, c'est une chose qui ne se traite plus au cinéma. C'est tout, parce que ce n'est pas
la bonne valeur, c'est la victimisation. Alors, par rapport à ça c'est des raisons, je dirais, un peu annexes. La véritable raison, c'est qu'il n'y a plus il y a une incompréhension fondamentale du sacrifice patriotique. D'ailleurs, du sacrifice tout court, n'est-ce pas? Puisque on vous dit que votre vie n'est jamais que la longue thérapie de ce terrible fait d'exister. Vous passez votre vie à vous consoler du fait d'exister. Il faut vous soigner du fait d'exister. Et donc, se sacrifier, alors là, c'est l'horreur absolue. Et d'ailleurs, c'est rejeté comme une espèce de vieille culture qui serait une culture mortifère, etc. Oui, c'est le débat qu'on avait juste avant avec Joseph Passescaron, pratiquement à 8h moins 10, où il disait, mais je ne comprends pas le discours de Barnier sur l'engagement au musée de la Grande Guerre à Meaux, où il disait aux jeunes, engagez-vous, engagez-vous. Comment est-ce que vous vouliez vous engager en 1914 alors que on allait avoir une boucherie? Ce à quoi je répondais à Joseph Passescaron, mais d'abord on n'avait pas de prédiction, donc on ne savait pas dans quoi on s'engageait. Et puis ensuite, si on commence à se dire qu'on s'engage plus parce qu'il y a potentiellement un risque, comme vous le dites, sacrificiel pour une nation, qu'est-ce que c'est aujourd'hui la nation? Est-ce qu'aujourd'hui, cette entité qu'on appelle de tous les vœux, de se dire qu'il y a une nation quelque part pour laquelle on existe, ça c'est complètement hors des écrans radars. Absolument. Surtout pour les plus jeunes. Absolument, mais vous voyez que ce problème du sacrifice du soldat, il faut le replacer d'abord par rapport aux chiffres. Le 22 août 1914, c'est le jour le plus meurtrier de l'histoire de France. C'est la fameuse bataille des frontières, dans 2 points du côté de Charleroi et de Montrange. Nous perdons ce jour-là 25 000 soldats. Ouais. 25 000. C'est en un jour. Tous les hommes d'une ville moyenne. Tous les hommes en âge, je dirais, en âge de porter des armes, mais aussi en âge d'exercer un métier, en âge de procréer, enfin, d'une ville moyenne. 25 000. Est-ce que le ministre de la Guerre fait une déclaration? 0. Aujourd'hui, lorsque nous avons des soldats qui tombent au champ d'honneur, il y a vraiment aucune nuance de critique dans ma bouche ici, n'est-ce pas? Et fort heureusement, ils n'en tombent pas autant. N'est-ce pas? Mais que ce soit en Afghanistan ou en Mali, les autorités politiques se réunissent aux Invalides et en fait, les chiffres ne sont plus du tout cela. Encore une fois, fort heureusement, mais il semble que ça soit, même ces morts-là, il semble qu'elles soient intolérables, alors que, à mon avis, ces soldats avaient accepté ce risque parce qu'ils se font justement une idée forte de la nation et de sa défense. Jean-François Colosimo, vous restez avec nous dans Europe 1 Soir. L'heure pour moi de vous dire que tous les matins à 9h-20, dans Europe 1 Matin, vous retrouvez Olivier de Lagarde. Il lit, il analyse, il commente ce que fait la une de la presse, parce qu'il y a tout dans les journaux pour nous informer, pour nous faire réfléchir, pour nous indigner ou pour nous faire rire. La revue de presse par Olivier de Lagarde, signature Europe 1, tous les matins 9h-20, et quand vous voulez, en replay et sur le site europe1.fr. A tout de suite dans Europe 1 Soir.